du Polytechnique des métiers. Aujourd'hui, nous allons explorer les attaques réseau, un enjeu majeur à l'heure où nos activités quotidiennes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, dépendent largement des technologies numériques. La vulnérabilité de ces infrastructures face aux cybermenaces est particulièrement anxiogène. L'exemple marquant, c'est l'attaque contre Twitter en 2020, où les cybercriminels ont réussi à infiltrer le système de l'entreprise par une simple méthode de phishing. En trompant certains employés, ils ont pu obtenir des identifiants qui leur ont permis de prendre le contrôle de certains comptes de célébrités et même d'entreprises, causant ainsi des dommages significatifs. Cet incident montre à quel point il est crucial de comprendre la nature de ces attaques pour mieux anticiper et contrer les risques. Maintenant, pourquoi les attaques réseau sont-elles si préoccupantes? Tout simplement parce qu'avec l'évolution constante de la technologie, les cybercriminels développent des techniques toujours plus sophistiquées pour exploiter les failles de nos systèmes. Ces attaques peuvent gravement perturber, compromettre ou même détruire des données qui sont essentielles. Maintenant, cette revue se propose d'analyser en profondeur les principales attaques réseau, telles que les attaques par données de service, les interceptions man in the middle. Nous ne nous limitons pas à une simple description des menaces, mais nous explorons les outils et méthodes disponibles pour les détecter, les prévenir et y réagir. Maintenant, pour mieux structurer notre exploration, nous allons procéder de la manière suivante. Nous commencerons d'abord par définir ce qu'est une attaque réseau et ses objectifs. Ensuite, nous examinerons les mécanismes qui sous-tendent ces attaques et comment elles sont mises en œuvre. Nous nous pencherons également en détail sur les attaques par déni de service et par déni de service distribué. Nous analyserons aussi les attaques par man in the middle, qui représentent une menace constante pour la sécurité de nos données. Nous discuterons aussi des stratégies à mettre en œuvre pour mieux se protéger contre ces attaques. Nous aborderons aussi les meilleures réactions à avoir en cas d'attaque pour limiter les dégâts, avant de conclure en récapitulant les points clés et en soulignant l'importance d'une vigilance constante. Pour continuer, définissons d'abord ce qu'est une attaque réseau. Une attaque réseau, c'est une action malveillante visant à compromettre, à perturber ou à obtenir une action non autorisée à un réseau informatique. Ces attaques exploitent les vulnérabilités des systèmes et des infrastructures pour voler des données, perturber des services ou même prendre le contrôle total d'un réseau. Pour même prendre le contrôle total d'un réseau. Et elles peuvent être réalisées de plusieurs manières, allant de l'interception des communications entre utilisateurs à l'envoi massif de requêtes pour saturer un serveur, comme dans le cas des attaques DOS. Maintenant, avant de continuer, expliquons d'abord les mécanismes d'attaque. Le terme mécanisme d'attaque fait référence à l'ensemble des étapes et techniques qu'un attaquant utilise pour compromettre un réseau. Cela englobe l'ensemble des actions, de la préparation initiale jusqu'à l'exploitation et la destruction des systèmes ou des données. Ce processus englobe des phases telles que la reconnaissance, l'accès initial, l'escalade des privilèges, le déplacement latéral, le maintien de l'accès et parfois même l'exfiltration. Un mécanisme d'attaque suit un processus méthodique où chaque phase est conçue pour obtenir des informations critiques, accéder au système et étendre la compromission. Chaque phase est choisie en fonction des vulnérabilités du système et de l'objectif final de l'attaquant. Maintenant, passons à la première étape qui est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'étape où l'attaquant cherche à collecter autant d'informations que possible sur sa cible. L'objectif, c'est d'identifier des vulnérabilités, des services exposés ou toute information qui va faciliter l'accès au système. Cependant, il y a deux formes de reconnaissance. Il y a la reconnaissance passive et il y a la reconnaissance active. La reconnaissance passive, c'est quand l'attaquant n'interagit pas directement avec la cible. Il va chercher à collecter des informations qui sont disponibles publiquement via les réseaux sociaux, via les forums ou les bases de données en ligne. Par exemple, la base de données WhoIs. L'objectif, le but, c'est de ne pas se faire détecter, de rester totalement invisible aux équipes de sécurité. Maintenant, contrairement à cette reconnaissance passive, il y a la reconnaissance active,
qui, elle, implique une interaction directe avec la cible, au risque de se faire détecter. Là, l'attaquant va envoyer des requêtes au système cible pour obtenir des réponses spécifiques. Et il peut utiliser le scan de port pour voir, par exemple, quels sont les ports qui sont ouverts et les services qui sont actifs. Maintenant, après avoir collecté suffisamment d'informations sur sa cible, l'attaquant maintenant va passer à la phase suivante qui est l'accès initial. C'est l'étape où il tente de pénétrer les systèmes en exploitant les vulnérabilités qu'il a découvertes lors de la phase précédente. Et pour cela, il peut passer par plusieurs méthodes. La plus courante, c'est le phishing. Là, l'attaquant va envoyer des mails frauduleux, des messages contenant des liens malveillants ou même des pièces jointes qui sont infectées. Maintenant, si la victime clique sur l'un de ces liens, cela peut installer des malwares qui sont persistants ou même commencer à capturer des informations sensibles. L'attaquant peut également tirer parti des failles sur les logiciels et les systèmes qui sont non mis à jour. Ces vulnérabilités peuvent lui permettre de contourner les contrôles de sécurité et d'accéder au système. Il peut aussi utiliser la méthode brute force. Là, l'attaquant va tenter de deviner des mots de passe en testant des combinaisons jusqu'à obtenir la bonne. Et pour cela, il peut s'armer d'outils comme John the Ripper ou Hydra qui forcent les mots de passe qui sont non sécurisés ou faibles. L'attaquant peut également profiter des mauvaises configurations. Par exemple, certains systèmes qui sont non mis à jour et non sécurisés peuvent aussi lui permettre de contourner les contrôles d'accès. Maintenant, le succès de l'accès initial va donner à l'attaquant une première entrée dans le système cible, ce qui lui permet de passer à l'étape suivante qui est l'escalade des privilèges. Maintenant, après l'accès initial réussi, l'attaquant se retrouve souvent avec des droits limités, ce qui peut restreindre ses actions. Maintenant, pour contrôler le réseau et accéder à des informations qui sont sensibles, l'attaquant a besoin de droits plus élevés. L'objectif ici, c'est de passer d'utilisateur simple à utilisateur avec des droits plus élevés ou super utilisateur. Et pour cela, il faut aussi tirer parti des failles sur le système d'exploitation. Par exemple, certaines vulnérabilités peuvent lui permettre d'exécuter des commandes avec des droits administrateurs, même si l'utilisateur initial n'avait que des droits limités. Il peut également passer par la méthode passe de hash. En fait, sous Windows et sous Linux, les mots de passe sont stockés sous forme de hash. L'attaquant n'a pas besoin des mots de passe en clair pour s'authentifier. Il peut directement utiliser ces hashes. Et pour avoir ces hashes, il peut s'armer d'outils comme Mimikatz, qui va extraire directement le hash depuis la mémoire RAM de Windows. Il peut aussi tirer parti des erreurs humaines. Par exemple, certains administrateurs peuvent laisser des mots de passe codés en dur à des endroits sensibles, ce qu'il peut utiliser aussi pour escalader ses privilèges. Maintenant, après avoir escaladé les privilèges, l'attaquant maintenant va chercher à se déplacer sur le réseau. Il va chercher à se déplacer sur le réseau pour compromettre autant de systèmes que possible. Et pour cela, il utilise les accès obtenus, par exemple, sur une machine, pour se propager et accéder à d'autres machines. Souvent en réutilisant des hashes ou des identifiants d'administrateurs. Son but, c'est d'étendre son contrôle sur le réseau, de compromettre davantage de systèmes que possible jusqu'à atteindre des phases critiques. Maintenant, après avoir pris le contrôle du réseau, là, l'attaquant va chercher à maintenir son accès sur le long terme. Et cela, même si certains systèmes ont été redémarrés ou des correctifs ont été appliqués. Et pour cela, il compte sur l'installation de backdoors. Ce sont des portes dérobées ou des malwares persistants qui peuvent lui permettre de revenir sans se faire détecter par les contrôles de sécurité. Il peut également créer des mots de passe, des comptes utilisateurs cachés ou même modifier des configurations, toujours pour éviter de se faire détecter et de garder le contrôle sans être interrompu. Maintenant, après toutes ces phases-là et après avoir compromis le réseau, l'attaquant va maintenant chercher à exfiltrer les données. Par exemple, grâce à des protocoles qui sont non sécurisés comme FTP. Voilà. Maintenant, alors que cette phase initiale cette dernière phase qui est l'exfiltration des données est souvent l'objectif final d'une attaque réseau, les attaquants peuvent aussi chercher à perturber le réseau d'une manière plus visible. C'est là qu'interviennent les attaques DDoS. Ces attaques même peuvent être utilisées par l'attaquant pour distraire les équipes de sécurité pendant qu'il exfiltre des informations sensibles. Pour mieux comprendre, imaginez un guichet de banque. Si un client arrive et effectue une transaction, tout se passe bien. Mais cependant, si un grand nombre de personnes évoluent en même temps pour effectuer des transactions complexes, là, le guichet devient surchargé rapidement. Les employés ne pourront plus répondre aux demandes des clients légitimes qui peuvent abandonner et même quitter. C'est exactement ce que fait une attaque DDoS. L'attaquant submerge le serveur cible de requête jusqu'à le rendre le service totalement inaccessible. Et pour cela, il peut procéder de plusieurs manières.
il peut envoyer des requêtes en falsifiant son adresse IP. Maintenant, lorsque le serveur cible reçoit ces requêtes et tente d'envoyer une réponse, celle-ci est redirigée vers une adresse qui est incorrecte. En conséquence, le serveur cible continue d'allouer ses ressources pour traiter des demandes sans recevoir de réponse en retour, ce qui va entraîner un surcharge et un épuisement de ses capacités. Maintenant, dans le cas d'une attaque donnée de service distribué, cette technique-là, elle est amplifiée parce que l'attaquant va utiliser un réseau de machines compromises appelé botnet pour inonder le serveur cible. Mais comme les requêtes proviennent de multiples sources, le serveur cible va être submergé par un volume de trafic si élevé qu'il va devenir incapable de répondre aux demandes légitimes, entraînant ainsi une indisponibilité prolongée. L'attaquant peut également usurper l'adresse IP de la victime et envoyer des requêtes à des machines accessibles sur le net, donc non compromises, appelées réflecteurs. Ces derniers vont penser alors que c'est la victime qui a fait la requête et vont tenter d'envoyer les réponses, créant ainsi un trafic non sollicité par cette dernière qui subit alors une attaque dénuée de service distribué. Maintenant, passons à l'autre attaque, qui est l'attaque man in the middle. Imaginez une conversation privée entre deux personnes, comme un échange de lettres. Les lettres sont normalement envoyées d'une personne à une autre. Mais dans le cas de cette attaque, l'attaquant va intercepter ces lettres sans que les deux personnes ne soient au courant. Non seulement il peut les lire, mais il peut aussi les modifier avant de les renvoyer. C'est l'essence même d'une attaque man in the middle. L'attaquant se place entre les deux parties pour espionner et manipuler les communications. Et pour cela, cette attaque a deux phases. La première, c'est la phase d'interception. L'attaquant doit d'abord intercepter les communications entre la victime et son interlocuteur. Et pour cela, il peut procéder aussi de plusieurs manières. Un, c'est l'ARP spoofing. Imaginez dans un réseau local, chaque ordinateur possède une sorte de carnet d'adresse pour savoir où envoyer ses informations. Maintenant, dans cette attaque-là, l'attaquant va falsifier les adresses pour rediriger tout le trafic vers lui. Les ordinateurs pensent alors envoyer leurs données à des adresses légitimes, alors qu'en réalité, tout passe par l'attaquant qui intercepte le trafic. L'autre méthode, c'est le DNS spoofing. À chaque fois que vous tapez un nom de domaine sur un navigateur, votre ordinateur demande au serveur DNS quelle adresse IP correspond à ce nom de domaine. Maintenant, dans cette attaque, l'attaquant va empoisonner ce processus pour rediriger les requêtes vers lui. Vous pensez alors visiter un site web qui est légitime, alors qu'en réalité, vous êtes sur un site qui est contrôlé par l'attaquant. Il y a aussi une autre méthode qui est un peu la plus facile. Par exemple, c'est le Wi-Fi eavesdropping. Là, l'attaquant, il se connecte sur les réseaux Wi-Fi publics qui sont non sécurisés et va tendre une oreille indiscrète. Tout le trafic entre l'utilisateur et le serveur va passer par lui. Maintenant, l'autre phase de cette attaque, c'est le décryptage. Après avoir intercepté les données, l'attaquant va maintenant choisir de les décrypter ou de les manipuler. Et pour cela, il faut passer par le détournement SSL. Lorsque vous vous connectez à un site web sécurisé, une connexion chiffrée est établie pour protéger vos données. Maintenant, l'attaquant peut choisir de s'interposer pour briser cette connexion et intercepter vos communications avant le chiffrement ou avant qu'elles soient chiffrées ou après le déchiffrement. L'autre méthode aussi, c'est l'usurpation HTTPS. Là, l'attaquant va forcer la victime à croire qu'elle navigue sur un site web sécurisé HTTPS, alors qu'en réalité, elle est sur un site non sécurisé HTTP. Et les informations, l'attaquant va intercepter facilement les communications. Il y a l'autre méthode aussi qui est le SSL strip. Là, l'attaquant va forcer la victime à utiliser une connexion non sécurisée au lieu d'une connexion sécurisée. Tout le trafic passera en clair au niveau de l'attaquant. L'utilisateur peut même ne pas se rendre compte que sa connexion est passée de sécurisée à non sécurisée. Toutefois, ces attaques peuvent être détectées. Par exemple, vous pouvez, si vous voyez que votre connexion a un site page subitement de HTTP HTTPS à HTTP, cela peut être un signe de détournement. Il y a également le changement dans les adresses. Dans un réseau, chaque appareil possède une adresse IP et une adresse MAC. Si une adresse IP semble être reliée à plusieurs adresses MAC, ça peut aussi être le signe d'un détournement par ARP spoofing. Si également vous êtes sur un site légitime et tout à coup, sans votre consentement, vous êtes redirigé vers une adresse qui est étrange, une page étrange, ça peut aussi être le signe d'une attaque man in the middle. Mais toutefois, il y a des outils qui peuvent être utilisés pour la détecter. Par exemple, vous pouvez utiliser Wireshark qui va analyser le trafic réseau. Il y a aussi ARP Watch qui va surveiller les changements dans les adresses IP et MAC. Et il y a également l'utilisation des systèmes de détection d'intrusion et de prévention qui vont détecter les activités suspectes et les bloquer.
Toutefois, il y a plusieurs méthodes qui peuvent être utilisées pour prévenir ce genre d'attaque. Par exemple, la segmentation, elle va permettre de diviser le réseau en plusieurs zones pour limiter la propagation. Par exemple, si une zone est compromise, les autres pourront rester protégés. Voilà. Il y a aussi un conseil, c'est d'éviter d'utiliser les Wi-Fi publics, parce que cela peut être une porte pour l'attaquant d'accéder à vos systèmes. Il est également conseillé d'utiliser les VPN, les Virtual Private Network, qui vont chiffrer la communication entre l'utilisateur et le serveur, rendant ainsi la communication sécurisée. Également, appliquer des correctifs et des mises à jour peut aussi combler les vulnérabilités. Sans oublier aussi la formation des employés pour le cas des entreprises, la sensibilisation à des attaques comme le phishing ou les comportements risqués pour prévenir des erreurs humaines. Maintenant, il y a plusieurs réactions à avoir en cas d'attaque. La première, c'est d'isoler la machine ou les appareils concernés du réseau pour limiter la propagation et bloquer tout accès à l'attaquant. L'autre chose qui est déconseillée de faire, c'est d'éteindre votre appareil. Il faut le laisser allumer pour conserver toutes les preuves numériques. Ces éléments sont essentiels pour l'analyse post-incident. La troisième chose à faire, c'est d'impliquer immédiatement les équipes de sécurité qui vont gérer l'incident, parce que ces professionnels ont les connaissances nécessaires pour analyser la situation et mettre en place des mesures correctives qui vont contenir l'attaque. Maintenant, si l'attaque a compromis des comptes et des informations sensibles, il est nécessaire d'immédiatement changer les mots de passe, surtout ceux qui sont associés à des comptes financiers. Et, si possible, mettre en place l'authentification à double facteur. Maintenant, selon le niveau de gravité de l'attaque aussi, il est important de signaler l'incident aux autorités de régulation, comme par exemple la CDP. Cela va aider à coordonner les efforts de défense et à enquêter sur l'attaque. Il est également aussi conseillé de conserver les journaux d'événements et toute preuve qui est pertinente, parce que ces éléments sont essentiels pour comprendre l'attaque, améliorer la sécurité et, si nécessaire, engager des poursuites qui sont judiciaires. Effectuer aussi un scan approfondi de l'appareil pour éliminer et détecter tout logiciel qui aurait pu être installé par l'attaquant. Maintenant, une fois l'attaque contenue, il est conseillé de réaliser une analyse approfondie pour il est conseillé de réaliser une analyse approfondie pour savoir les origines de l'attaque, les impacts et les failles qu'elle a exploitées. Et ensuite, mettre à jour les systèmes, appliquer les correctifs et renforcer les serveurs. Ces étapes couvrent la réaction immédiate et la gestion sur le long terme, en s'assurant que l'attaque est contenue, que les preuves sont conservées et que les systèmes de sécurité et les systèmes sont sécurisés pour l'avenir. Maintenant, en conclusion, cette revue sur les attaques réseau montre à quel point il est crucial de comprendre ces menaces pour mieux s'en protéger. Qu'il s'agisse des attaques par déni de service, des attaques man in the middle et même du port scanning, ces techniques mettent en lumière les failles de nos systèmes. Mais avec des solutions adaptées, comme par exemple la segmentation, le chiffrement, etc., nous avons les moyens de limiter les dégâts. Cette revue souligne l'importance de rester vigilant et d'avoir une approche proactive pour sécuriser nos infrastructures dans un environnement numérique en constante évolution. Merci.